Bienvenue dans mon podcast. Ici, tu trouveras des réponses alternatives, toujours empreintes de vérité, concernant ta beauté, ta santé et le maintien de ta jeunesse au naturel. Moi, c'est Carole de l'univers Beautyloge. 38 ans d'expérience professionnelle au service de la beauté et du bien-être des femmes. Je te souhaite une bonne écoute. J'avais pas la peau sensible avant, voilà ce que j'entends très très souvent. Vous êtes nombreuses à vous demander mais pourquoi ma peau est devenue sensible? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et surtout, qu'est-ce que je dois faire pour que ça cesse d'évoluer? Parce que malheureusement, la peau sensible ou la tendance cutanée à la sensibilité est quelque chose qui évolue en permanence, qui évolue en général par palier. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est certainement une des problématiques que je rencontre le plus et qui est devenue mon pas quotidien en consultation. Il y a 30-35 ans, quand j'ai commencé dans le métier, la sensibilité à la peau, c'était extrêmement rare. On devait attendre de voir la cliente du jour avec une petite sensibilité ou une petite peau sensible pour pouvoir regarder de près ce que c'était qu'une peau sensible à l'époque. Et force est de constater qu'aujourd'hui c'est plutôt le contraire. On attend de voir la cliente qui a pas la peau sensible parce que la plupart d'entre vous êtes affublés d'une sensibilité d'une manière ou d'une autre. Alors, d'où ça vient? On va essayer de faire le point. Bien sûr, je ne vais pas vous sortir les solutions d'un chapeau parce que malheureusement, c'est le résultat de tout un processus multifactoriel, mais c'est quand même très très intéressant de pouvoir comprendre un petit peu à partir d'où s'enclenche ce processus, par quoi il est nourri. Et surtout comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place des stratégies d'évitement d'une part et d'autre part des stratégies de traitement. Alors, déjà ce qu'il faut comprendre c'est que la plupart des gens ont beaucoup de mal à considérer la peau comme un organe, c'est-à-dire que ça ressemble pas à un foie, à un cœur, à une rate, c'est pas un organe plein, c'est pas un organe interne, c'est pas un organe invisible. Les organes en général, on les connaît pas. Pour la plupart, on sait même pas, vous savez même pas où c'est placé, donc c'est pour dire. Et là, quand on dit que la peau est un organe, c'est un petit peu abstrait. D'abord, c'est tout plat, c'est pas plein. C'est pas du tout, ça n'a pas une forme spécifique puisque ça prend la forme du corps. C'est à la fois un organe qui a des interactions extérieures et des interactions intérieures. C'est l'organe le plus lourd, le plus grand, le plus étendu du corps et certainement le plus important. Sans la peau, il n'y aurait pas de vie. Sans la peau, on pourrait rien faire, on pourrait pas se mouvoir, on pourrait absolument rien faire. Donc, déjà, partons du postulat que la peau est un organe et pas seulement une barrière entre le moi et le pas moi. Alors, à partir du moment où on considère que la peau est un organe, on est obligé d'admettre que comme tous les organes, elle a des besoins. Et elle a des besoins spécifiques qui, s'ils ne sont pas remplis, vont générer des dysfonctionnements. Alors, un des premiers besoins de la peau, c'est le besoin d'hygiène, le besoin de nettoyage. Et voilà déjà un axe sur lequel il y aurait énormément à dire. Alors, c'est pas du tout l'objet du podcast d'aujourd'hui. Donc, je vous renvoie sur mon cours en ligne Beautyloge 1 qui ne parle que de ça pendant 5 heures de vidéo. Donc, imaginez qu'il y a quand même énormément de choses à dire, énormément de choses à comprendre, et énormément de processus à accompagner et à arrêter d'entraver. Donc, voilà, au niveau du nettoyage de la peau, on entend absolument toutes les inepties sur le net.
J'entends souvent dire que le savon est une abomination pour la peau du visage. Mon Dieu, mieux vaut entendre ça que d'être sourde, mais en tout cas, voilà un des piliers fondamentaux, un des besoins fondamentaux de la peau du visage, c'est un nettoyage. Pourquoi? Eh bien parce que cette peau, particulièrement au niveau du visage, elle sécrète. Elle sécrète un film hydrolipidique H24. Elle sécrète par les glandes sébacées du sébum, par les glandes sudoripares de la transpiration, et dans ce sébum, on va avoir tout un tas d'autres éléments qui sont intéressants pour le film hydrolipidique, qui vont avoir un rôle, mais qui si ces éléments ne sont pas régénérés, nettoyés et renouvelés, ça va créer un déséquilibre. Donc déjà, première chose, pourquoi est-ce que j'amène ma peau vers toujours plus de sensibilité? La première chose, c'est que on répond pas à un de ses besoins fondamentaux qui est une hygiène parfaite. Bien entendu, cette hygiène aura des tenants et des aboutissants totalement différents en fonction du type de peau et des tendances cutanées, mais ça, c'est un autre sujet. Deuxième besoin fondamental de la peau, l'oxygénation, la respiration, les échanges gazeux. Cette peau, elle est totalement poreuse et perméable, et les gaz, que ce soit oxygène ou gaz carbonique, doivent aller et venir de manière tout à fait naturelle et fluide pour que elle soit dans un bon état d'oxygénation et qu'elle soit pas en hypoxie. Si la peau ne peut pas avoir ces échanges gazeux naturels, eh bien, encore une fois, il y a un déséquilibre, et un déséquilibre qui peut, et qui la plupart du temps va vers la sensibilité ou l'hypersensibilité. Qu'est-ce que ça signifie laisser la peau respirer? Ça signifie ne pas utiliser des textures et des galéniques occlusives, comme par exemple les silicones ou tout ce qui est dérivé de cette famille de produits chimiques-là. À partir du moment où on va mettre des silicones, et croyez-moi, il y en a dans 90% des produits de maquillage traditionnel. Il y en a, je donne des pourcentages à la louche, hein, mais c'est tout à fait ça. Il y en a en grande majorité dans les produits de soins chimiques, c'est-à-dire non naturels et non bio. Il faut savoir que le silicone a cette capacité de texturer, de faire seconde peau, de donner un lissé, de faire des petits miracles sur la peau de manière visible, mais de manière invisible, il va totalement l'asphyxier, totalement la mettre en état d'hypoxie, ce qui va considérablement affiner l'épiderme et affiner toutes les parois des microcapillaires sanguins qui se trouvent à la surface au niveau du visage. Donc, encore une fois, plus je vais utiliser de produits chimiques en maquillage, en soins, en produits en tout genre, à partir du moment où ce sont des produits qui se mettent sur le visage, si j'utilise ce type de produit, immanquablement, je vais fragiliser tous mes processus, fragiliser tous les plans qui constituent le derme et l'épiderme, et bien entendu, à partir du moment où j'ai un système sanguin qui est moins fort, où j'ai un système sanguin qui va être fragilisé, eh bien, c'est la porte ouverte à des rougeurs, c'est la porte ouverte à des manifestations rouges en tout genre, c'est la porte ouverte à des éclatements de vaisseaux qui vont donner des trajets couperoses ou des télangiectasies, et ça y est, il suffit de peu et on y est, on est déjà dans la rougeur et on est déjà dans quelque chose qui ressemble à de la sensibilité et qui s'orientera vers toujours plus de sensibilité. Troisième besoin de la peau, l'hydratation.
L'hydratation est le pilier, non pas que de la peau, l'hydratation est le pilier de la santé, l'hydratation est le pilier de la beauté, l'hydratation est le pilier de la jeunesse, je l'ai déjà dit et redit dans de nombreux podcasts, je ne cesserai de le répéter parce que c'est une vérité fondamentale. À partir du moment où il n'y a pas d'hydratation, ou alors à partir du moment où il y a une mauvaise hydratation, que ce soit en interne par l'alimentation ou en externe par les produits cosmétiques, on se retrouve toujours dans un déséquilibre. Et tous les déséquilibres cutanés vont s'orienter vers quelque chose qui ressemble à de la sensibilité, vers quelque chose qui est en train de dire ça va pas. Il y a quelque chose qui est pas aligné. Les rougeurs, en fait, ce sont des indicateurs. Ce sont des indicateurs qui nous donnent des messages. Quand il y a de la rougeur, quand il y a une manifestation, quand il y a quelque chose, ça veut dire que l'organisme est en train de nous communiquer quelque chose. On est en train de nous communiquer un message. Seulement, dans cette partie du monde, avec les symptômes, on fait toujours la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de les déchiffrer, au lieu d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça me raconte, vers quoi ça va m'alerter, eh bien non, on va pas faire ce questionnement-là, qui est plutôt un questionnement de médecine alternative, médecine chinoise, médecine ayurvédique. Non, nous on va se dire bon, comment je peux enlever ce symptôme? Comment puis-je faire pour enlever cette horrible rougeur? Qu'ai-je donc fait au bon Dieu pour avoir une pareille rougeur dans le visage? Et on va tout faire pour cacher, pour camoufler, pour dissimuler, mais à aucun moment on va essayer de comprendre mais d'où elle vient, mais qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, et comment je peux faire pour pour permettre qu'elle s'efface aussi naturellement qu'elle est apparue. Et c'est vraiment là qu'on fait la différence entre beauté holistique et esthétique classique et traditionnelle. Ok. Donc, vous avez compris à travers cela que la sensibilité sera toujours plus exacerbée à partir du moment où on va utiliser des produits qui ne sont pas naturels et qui ne matchent pas avec la programmation du vivant, tout simplement. Ensuite, ce qu'il faut vraiment considérer, et je viens déjà de vous en faire une introduction, et c'est véritablement la vision de la médecine chinoise à laquelle j'adhère depuis 25 ans maintenant. La peau est surtout le reflet de l'organisme, c'est-à-dire qu'en fait le visage et la peau en particulier doivent être considérés comme l'écran de l'ordinateur. Et sur l'écran de l'ordinateur, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit tout ce qu'il y a dans le disque dur. Et le disque dur, c'est ce qu'il y a dans le ventre, c'est ce qu'il y a dans les organes vitaux, c'est ce qui se passe dans notre organisme, c'est comment fonctionne tout ce métabolisme. Et la médecine chinoise nous informe sur quelque chose de majeur, de prépondérant concernant la peau, c'est que la peau est tributaire à 100% de la qualité du sang. C'est-à-dire que si l'on a un sang d'une bonne qualité, la peau va être magnifique. Si on a un sang d'une qualité médiocre, la peau va présenter des déséquilibres et des anomalies. Une des premières affections, un des premiers déséquilibres de la peau, ça va être la rougeur. Ça va être quelque chose qui sera dans les palettes du rose au rouge. C'est vraiment le système sanguin. C'est le système sanguin qui va se manifester et qui va parler en tout premier. Donc, si la peau est tributaire du sang, nous devons nous intéresser à la qualité du sang. Et la qualité du sang, elle, va être tributaire de quoi? De deux grands facteurs. Le premier, c'est le facteur stress, et le second, c'est le facteur alimentation. Alors, parlons du plus préoccupant.
Le plus préoccupant, celui sur lequel on va agir peut-être le plus difficilement parce que ça reste quand même un concept abstrait, le stress. Euh, le stress, c'est véritablement quelque chose dont on entend parler depuis, je sais pas, moi, ça fait 30 ans que j'entends parler du stress et au final, qu'est-ce qu'on en fait? Et au final, qu'est-ce qu'on a fait véritablement pour se prémunir contre ça? J'ai l'impression que c'est un espèce de gros dévoreur que tout le monde connaît, dont tout le monde parle, mais qui continue à faire les ravages dont il a besoin. Et au final, il n'y a pas grand-chose, à part parler de lui, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place. Et si mes mots résonnent avec toi, sache que mes actions pourront vibrer encore plus. Pour cela, rejoins-moi dans mon Gold Pratique, le laboratoire de la beauté holistique, un lieu unique et tellement transformateur. Le lien est sous la vidéo. Alors, le stress, c'est le véritable ennemi de la peau, d'une certaine manière, parce que on est ici en lien avec le système nerveux central, avec ses deux branches sympathiques et parasympathiques. On sait que sur ces deux branches sympathiques et parasympathiques, celle qui va activer en permanence le stress, c'est la branche sympathique, c'est-à-dire c'est celle de la survie, c'est celle de la veille permanente, c'est celle de l'état où l'individu se dit mais qu'est-ce qui va m'arriver, par où ça va arriver, il est en état d'alerte et cet état d'alerte ne peut pas se traduire autrement que par une alerte au niveau également cutané. C'est-à-dire que les récepteurs cutanés de la peau, au lieu d'être en position zen et de faire tout simplement leur travail qui consiste à être actionné au toucher, qui consiste à être actionné à des moments précis, à des circonstances précises de la vie du corps, là, c'est le stress permanent, c'est-à-dire que le seuil de tolérance de la peau est rabaissé mais à 0 et tout ce qui va venir activer ce levier de stress va à chaque fois donner comme une décharge à la peau, comme une décharge qui fait que tout son système sensoriel est complètement affolé et à la moindre chose, eh bien, il va y avoir une réaction démesurée. C'est-à-dire que je vais utiliser une crème qui est pas vraiment adaptée à mon type de peau, mais comme en plus j'ai un niveau de stress qui est énorme, eh bien la crème, au lieu de ne rien faire parce qu'elle n'est pas du tout adaptée, eh bien elle va faire une réaction. Parce que en temps normal, elle serait peut-être un petit peu passée comme une lettre à la poste, mais là, vu qu'elle est sur un terrain qui est complètement azimuté, il y a une réaction qui est hors norme. Et c'est ça, avoir la peau sensible sans comprendre pourquoi. Quand il y a du stress, il y a une libération de cytokines. Les cytokines, ce sont les cellules que le corps fabrique lui-même et qui sont les cellules de l'inflammation. Les cellules de l'inflammation vont venir complètement modifier la chimie du sang et on revient à cette notion de sang. Si la chimie du sang est complètement perturbée, la peau va être à l'image du sang, complètement perturbée également. La problématique, c'est que on entend tellement parler du stress que au final, on n'arrive plus très bien aussi à voir quelles sont les sources de stress. L'insomnie est une source de stress phénoménale. On n'a pas l'impression, mais ne pas dormir, ou dormir mal,
ou ne pas avoir un sommeil réparateur, c'est être en état de stress les 24 heures qui suivent. Enfin, les 12 ou les 18 heures qui suivent. Avoir de la pression au travail, avoir de la pression au niveau social, ne pas s'entendre avec son collègue, avoir l'impression de ne pas avoir réussi sa vie, avoir des relations amoureuses chaotiques, tout ça c'est du stress. Avoir des problèmes financiers, c'est du stress. Avoir des relations complexes avec les gens, c'est du stress. Quand le corps manque d'exercice, c'est du stress aussi. La solitude, c'est du stress. Le manque d'oxygénation au grand air, les balades au grand air, ça stresse tout le corps. Un jour, j'ai lu un article très très intéressant sur la condition humaine, et un article qui relatait la condition, les conditions humaines d'aujourd'hui, et qui disait en fait que le corps humain, la partie, on va dire, primitive du corps humain et du cerveau reptilien également, estime que quand on n'a pas des éléments naturels autour de nous, c'est-à-dire des plantes, des fleurs, des arbres, de la terre, du vent, des nuages, tout ce que l'extérieur et le cosmos nous présentent comme environnement, eh bien quand le corps humain ne voit pas tout ça autour de lui, il est dans un état de stress naturel. C'est-à-dire que voilà, il est dans un environnement qui n'est pas fait pour lui, qui ne correspond pas à ce dont il a besoin, et le simple fait d'être enfermé entre quatre murs à longueur de journée, c'est un stress pour la nature de notre corps qui, à la base, a quand même été conçu pour vivre en harmonie avec la nature et le cosmos. Donc ça c'est super intéressant d'entendre ça et de pouvoir réaliser à quel point finalement on s'auto-stresse en permanence. La malbouffe, la pression, les news anxiogènes, tout ça c'est du stress. La sexualité non exprimée ou non équilibrée, c'est du stress. Le manque de contact physique et de câlin avec les autres, c'est du stress. On a aussi tout ce qui est les ondes électromagnétiques, tous ces écrans, tous ces appareils connectés, toutes ces notifications, les ding-ding, les ding-dong, les bip-bip. Ça rend fou le système nerveux. Ça rend complètement dingue le système nerveux qui n'est absolument pas habitué à entendre tous ces petits signaux d'alerte. Et à chaque fois qu'il y a un petit signal d'alerte, un ding-ding, un bing-bing, un dong-dong, ça stresse complètement le système nerveux parce qu'il n'a pas été conçu pour ça. C'est un système archaïque qui a été conçu pour vivre une vie dans la nature, archaïque. Nos systèmes sont loin d'être aussi évolués que notre technologie, et donc du coup il y a un no match entre les deux, et on se demande mais d'où vient le stress et pourquoi on est stressé. Et en fait c'est ça, c'est toutes ces doses de stress, c'est cette respiration qui est devenue extrêmement superficielle, qui maintient les stress, qui nourrit les stress. Le stress est un grand facteur d'inflammation, un grand facteur de modification de la chimie du sang. Et à partir du moment où la chimie du sang est déséquilibrée et modifiée, la chimie de la peau ne peut faire que suivre la cadence. Donc ça, c'est un des premiers piliers qui modifie le sang. Hein. On était parti du postulat de la médecine chinoise qui dit la peau est tributaire de la qualité du sang. Bon sang, bonne peau. Mauvais sang, mauvaise peau. Donc on a déployé le facteur stress qui modifie considérablement la chimie du sang. Et maintenant il y en a un deuxième qui est non négligeable, qui est le facteur alimentation. Et là malheureusement il y a beaucoup à dire. Hein. Alors
Ce qui est déprimant finalement avec l'alimentation, c'est que ces 20 dernières années, on a fait la chasse et on l'a très bien faite et très franchement, on l'a réussi. On a fait la chasse à l'alimentation inflammatoire, hein, l'alimentation pro-inflammatoire. On a compris que plus il y avait d'inflammation dans le corps, plus il y avait de libération de cellules cytokines, plus il y aurait des cytokines dans le sang, exactement comme le facteur stress, et plus ça va modifier le sang. Ok. Mais maintenant, il y a un deuxième fléau. On a compris quels étaient les aliments inflammatoires, les charcuteries, les céréales, les viandes rouges, les protéines animales en général. Voilà, ok, on a compris. Mais maintenant, on se heurte à un nouveau problème et qui se répercute considérablement sur les problématiques cutanées et notamment sur la sensibilité. Là, maintenant, ce qui sévit en matière d'alimentation, c'est les intolérances alimentaires. Alors, pourquoi? Eh bien, d'abord parce que nos organismes sont considérablement affaiblis par des épuisements généralisés et je veux dire, la plupart des gens flirtent avec le burn-out quasiment du 1er janvier au 31 décembre, hein, il faut être clair avec ça. Qu'on se l'avoue ou qu'on se l'avoue pas, la plupart sont vraiment sur le fil du rasoir. Donc, ça veut dire quoi quand on flirte avec le burn-out? Ça veut dire qu'on est en état de survie. Ça veut dire que le système digestif est à l'agonie. Ça veut dire que les intestins sont poreux, que n'importe quoi passe. Quand on dit que n'importe quoi passe, encore une fois, on revient à la notion du sang. Quand on dit que n'importe quoi passe, eh bien n'importe quoi passe dans le sang. Et notre alimentation est devenue tellement sophistiquée, mais tellement sophistiquée. Encore une fois, on a un système digestif de primates qui n'a absolument pas évolué depuis ses débuts, mais par contre, notre alimentation est devenue d'une sophistication sans nom, avec des dizaines et des dizaines et des dizaines d'ingrédients par repas, hein, si on compte les condiments, les assaisonnements, les machins, les bidules, les trucs, les mûches, on se retrouve avec des dizaines d'aliments dans son assiette et c'est notre petit digestif qui va déjà pas bien, qui doit se débrouiller avec tout ça. Enfin bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, la problématique des intolérances alimentaires, elle fait école et elle n'a pas fini de faire école parce que elle devient de plus en plus complexe et elle devient de plus en plus, on va dire, difficile à cerner et difficile à diagnostiquer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est tellement habitué à manger tout et n'importe quoi qu'aujourd'hui, on peut pas juste parler d'intolérance au gluten et d'intolérance au lactose. Bon, c'est bon, celles-là, on les connaît. On a fait couler énormément d'encre sur le sujet. Il s'agit plus que de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que on peut être intolérante à tout et à n'importe quoi. En fait, on a 99% de chances de devenir intolérant aux produits qu'on va manger quotidiennement. Et même si c'est une pomme, et même si c'est une mandarine, et même si c'est quelque chose qui a l'air extrêmement naturel et extrêmement sain en soi, à partir du moment où on va en faire une habitude quotidienne alimentaire, eh bien, il y a fort à parier que ça crée des problématiques d'intolérance alimentaire. Et moi, ce que je vois beaucoup en consultation, c'est ça. C'est-à-dire, je vais trouver
des peaux sensibles, des acnés rosacées, des eczémas, des psoriasis, des dermatites, des urticaires, des coupes roses, des rougeurs diffuses, des sensibilités à tout et à rien. Et au final, on se rend compte que quand on va questionner l'aspect alimentaire et quand on commence à mettre le doigt sur ce qu'il faudrait éviter, eh bien on se rend compte qu'à partir du moment où on commence à éviter certains aliments, et malheureusement c'est spécifique pour chacun, hein, je vais pas vous dire c'est ça ou c'est ça, c'est chacune est vraiment différente, chaque terrain est complètement différent, donc on ne peut pas tirer des conclusions générales, surtout pas en termes d'intolérance alimentaire. Mais ce que je vois, c'est que aujourd'hui, quand il y a des problématiques cutanées qu'on n'arrive pas à gérer avec des cosmétiques, la plupart du temps, c'est en allant re-questionner l'alimentation qu'on va avoir des résultats probants et des résultats durables. Donc voilà. L'alimentation, c'est vraiment un des piliers qu'il est important d'aller questionner à partir du moment où il y a des problématiques de sensibilité au niveau cutané. C'est pas normal d'avoir la peau sensible en permanence. C'est pas normal de développer des rougeurs à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit accepter d'avoir plein de coupes roses. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit accepter d'avoir des plaques rouges. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit accepter tout un tas de choses. Le vieillissement a bon dos. C'est justement parce qu'on accepte tout ça qu'on vieillit. Et croyez-moi, les vieillissements sont de plus en plus accélérés. Ça fait 35 ans que je suis dans le secteur et je suis effarée de voir à quel point les vieillissements s'accélèrent de décennie en décennie. C'est juste hallucinant. Donc voilà. Si je dois véritablement vous donner une piste de recherche par rapport aux problématiques de sensibilité, combien de femmes arrivent en me disant oh là là, voilà, j'ai 40 ans, j'ai 38 ans, je comprends pas, je fais tout bien sur ma peau et voilà, j'ai plein de rougeurs, je supporte plus ça, je supporte plus ça, je supporte plus ça. Oui, parce que il faut aller voir à tous les étages qu'est-ce qui se passe. Il faut aller voir aussi en été, est-ce que vous vous blindez de protection solaire chimique? Est-ce que vous empêchez votre peau d'aller prendre du bon soleil? Est-ce que vous empêchez votre peau de prendre du rayonnement solaire sans aucun produit, ni bio, ni rien? Notre peau a été faite pour aller au soleil, pour prendre du soleil, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire la crêpe 1 heure d'un côté, 1 heure de l'autre, en plein cagnard, en plein été. C'est pas ça. J'ai fait des podcasts sur le sujet, vous pouvez vous y référer. Mais voilà, j'ai beaucoup de stress et je fais pas grand chose pour le gérer. Je me dis que ça va aller, je suis forte, oui. Je mange un petit peu ce que je devrais pas manger, oui, mais c'est sain, oui. Combien de fois on me dit, ah mais j'ai déjà tout vu au niveau alimentation, je suis nickel, je mange sain. Alors j'adore quand on me dit ça. C'est exactement là que je vais aller taper parce que c'est celle qui essaye de se débarrasser du truc pour pas qu'on y revienne. En général, la problématique, c'est là qu'elle est. Donc, moi, je mange sain et je mange équilibré. Pour moi, ça ne veut rien dire. On peut plus penser comme ça aujourd'hui. On peut plus. C'est exclu. C'est tellement important cette alimentation. Elle sous-tend tout le reste. Elle sous-tend la beauté. Elle sous-tend la jeunesse. Elle sous-tend le vieillissement. Elle sous-tend la santé. Elle sous-tend tout. On peut pas faire genre ah mais oui mais moi je mange très bien. Non mais ça veut dire quoi manger très bien? Tu manges quoi? Ok. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc tous ces facteurs ajoutés les uns aux autres, mauvais produits, mauvaise routine, trop de stress, alimentation intolérante, protection solaire exagérée, et si en plus il y a une question hormonale qui vient se
positionner encore par-dessus. Comprenez que tous les récepteurs cutanés sont en mode critique. Critique. Même si vous avez une jolie peau avant, ils sont en mode critique, ils sont affolés. Donc, c'est très important de comprendre que on peut aller sur chaque étage, faire quelque chose, modifier la donne. Les solutions, la première chose, c'est calmer le système nerveux. Et ça, c'est imparable. Si on ne fait pas des choses pour calmer concrètement le système nerveux, en mettant par exemple en place une cohérence cardiaque ou toute autre méthode respiratoire, elles sont toutes très efficientes, elles sont toutes très efficaces sur le système nerveux. Moi, je pratique la cohérence cardiaque depuis belle lurette. C'est une approche pour gérer le système nerveux qui est absolument extraordinaire. Je vous renvoie sur mon cours en ligne un Biotiloge 5, régénération consciente, qui est une petite merveille, où vous saurez tout sur la cohérence cardiaque et sur tous les outils de régénération consciente. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Repérer les sources de stress, parce que si vous faites de la cohérence cardiaque et que vous restez toujours soumis à vos doses de stress, c'est un petit peu dommage. Repérez vos facteurs de stress et supprimez-les ou contournez-les ou faites en sorte de les diminuer. On a toujours la possibilité d'agir d'une manière ou d'une autre sur ce qui est un facteur de stress. Déjà, savoir les repérer, c'est la moitié du travail qui est fait. Aller re-questionner son alimentation. Qu'est-ce que je vais manger tous les jours, même qui est très sain, mais que je mange tous les jours, je m'en gave un petit peu trop, et c'est probablement ça qui va générer une problématique au niveau cutané. Faire attention aussi aux aliments histaminiques, c'est-à-dire tous ces aliments qui contiennent des histamines et qui vont rendre la peau beaucoup plus sensible et réactive. Hein. Alors bon, il y a tout un panel d'aliments qui contiennent énormément d'histamine, mais on va dire que le pire du pire, c'est tout ce qui est charcuterie et porc emballé sous vide. Hein. Alors là, c'est une bombe atomique d'histamine, et ça fait rougir la peau, et ça crée de la coprose, et ça crée des rougeurs diffuses, et ça crée des réactions qui peuvent être grandiloquentes au niveau cutané. Faire une véritable transition vers les produits naturels. Alors très souvent on fait une transition pour tous les produits visage, mais on fait pas pour les cheveux. Bon, ça encore, ça peut aller, mais surtout on fait pas pour le parfum. Et on va se mettre du bon parfum bien chimique là, juste là, vous savez, dans le cou, derrière l'oreille, juste là où il y a plein de récepteurs cutanés, où il y a plein de récepteurs hormonaux, où la peau est très très fine, où ça va pénétrer dans mon sang à une vitesse phénoménale. Ouais, une vraie transition produit naturel est vraiment recommandée pour les peaux à problème et les peaux à forte sensibilité. Au niveau des compléments alimentaires, la vitamine B3 est une petite merveille. Elle va renforcer les parois capillaires, elle va aller agir sur de nombreux systèmes et elle est très intéressante pour la beauté de la peau. Au niveau des rougeurs, on peut travailler avec l'huile essentielle d'hélicryse directement sur la peau. C'est une des rares huiles essentielles qu'on peut mettre directement sur la peau. Attention, achetez une bonne qualité d'hélicryse. Un 30 ml d'hélicryse à 10 €, c'est de la cacouille. Une bonne huile d'hélicryse fait son prix, au moins 20 à 25 € les 15 millilitres. Donc prenez de la qualité. Ensuite, moi j'aime beaucoup travailler avec la crème Corylus du laboratoire suisse Labnat, qui est une petite merveille pour les peaux sensibles. Si vous voulez le lien, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal. Vous aurez également un code promo si vous voulez connaître cette crème et la tester.
Et puis, la panacée des panacées pour les problématiques de peau et les problématiques de rougeur diffuse et de problématiques en tout genre, eczéma, urticaire, acné et dermatite en tout genre, c'est le traitement par la lumière LED rouge et infrarouge en utilisant des produits de qualité. Là aussi, je travaille avec un fournisseur qui va bientôt en plus sortir un tout beau masque avec des LED d'une qualité remarquable, loin de ce qui se fait la plupart du temps dans les masques LED, qui sont pour la plupart des LED de sapin de Noël. Ici, on aura de l'ultra qualité d'ici quelques mois. Malheureusement, le Covid a ralenti le projet masque rouge et infrarouge. Mais je vous en reparlerai dans un prochain podcast. Faites très attention à vous. Vous avez compris que la sensibilité est quelque chose qui doit être prise en charge, sinon elle évolue en permanence. L'objectif est de la faire diminuer, en tout cas de ne pas la faire avancer. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire à tous les étages. C'est pas si sorcier. Il faut simplement ouvrir sa conscience à toutes ces méthodologies, à tous ces facteurs et faire ce qu'il faut pour mettre en place les choses qui vont être productives pour générer une jolie peau. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. J'ai enregistré de nombreux podcasts qui traitent de sujets comme celui-ci. Pour rejoindre mon canal privé gratuit sur Telegram, clique sur le lien dans la description. À tout de suite!